Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier webinaire Awin dédié à l'industrie des télécoms. Je suis Franck Surena, directeur général Awin, Europe du Sud. Je souhaite tout d'abord chaleureusement remercier nos partenaires annonceurs et éditeurs pour leur participation à cet événement. Ils vous seront présentés en détail dans quelques instants. Depuis un an maintenant, la crise sanitaire liée au Covid a considérablement impacté notre vie quotidienne. C'est un euphémisme. Pour autant, elle a aussi mis en lumière l'importance du secteur des télécoms. Par son agilité et sa résilience, que ce soit en termes de divertissement, d'éducation et plus encore de travail à distance, il a permis au pays d'affronter et mitiger la crise et durablement modifier nos usages et nos façons de travailler. Ce webinaire en est une preuve supplémentaire. En ce début de déploiement de la 5G, nul doute que le marché restera en ébullition dans les mois et les années qui viennent. Nous ferons aujourd'hui l'état de l'art de l'année écoulée et les perspectives à venir. Quelques mots sur Awin, si vous me le permettez. Depuis plus de 2 décennies, Awin a forgé une expertise inégalée en matière de marketing à la performance et du secteur des télécoms en particulier. Filiale d'Axel Springer, notre réseau regroupe plus d'1 million de sites web à travers 180 pays, génère plus de 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires pour nos annonceurs, nous permet d'obtenir une part de marché de 50%, un peu plus de 50%, 52% de l'affiliation en France, reconnue par l'industrie, au travers notamment de l'International Performance Marketing Award en 2020, qui nous a vu décerner le Best Affiliate Network et le Best Team in Performance Marketing. Plus récemment, par l'acquisition de SingleView, outil d'analyse et d'attribution, nous permettrons désormais à nos annonceurs d'avoir une vision holistique de leur Customer Journey pour adapter et créer les meilleures stratégies cross-channel. Cette expertise a séduit les plus grands annonceurs du secteur des télécoms, mais également les meilleurs affiliés. Nous nous proposons aujourd'hui de partager cette expertise avec vous. Bon webinaire. Je passe la parole à Yamna Ben-Sliman, Team Leader Telco à Awin. Merci, à très vite. Merci beaucoup Franck. Je vous propose désormais de vous présenter toutes les personnes qui ont fait en sorte que ce webinaire a été réalisé. D'abord, un grand merci à Anaïs Hashimoto, qui est responsable e-commerce chez SFR, et également Alexandre Millet, responsable marketing et data analyse de Red by SFR, qui nous ont aidés, qui nous ont alimentés en termes d'informations et de contenu pour pouvoir faire de ce webinaire, on l'espère, un webinaire extrêmement intéressant pour vous tous. Ensuite, nous avons également pu compter sur nos éditeurs, toujours prêts à participer à nos différents événements. D'abord, Clément Grandjean, affiliate manager chez Frandroid. Ensuite, Victor Malatier, cofondateur de Montiforfait. Et enfin, Benjamin Gervais, PDG de Zone ADSL. Donc, merci à tous pour votre collaboration et pour votre aide précieuse. Enfin, je voulais remercier l'équipe Awin qui a travaillé d'arrache-pied pour réaliser ce webinaire autour des télécoms. Romain, Luc et Elliot qui sont aujourd'hui avec moi pour participer, mais également toutes les personnes qui nous ont aidés, qui sont un peu en coulisses, mais qui ont fait un énorme travail. Merci à tous. Pour l'agenda du jour, on vous propose de revenir un petit peu sur les tendances marché et une rétrospective de l'année 2020 qui a été extrêmement challengeante pour l'ensemble des industries et principalement pour les télécoms qui nous concernent aujourd'hui, mais aussi qui a permis de donner un nouveau souffle à l'industrie. On va faire un focus sur l'e-privacy, qui est un sujet d'actualité qui nous tient tous à cœur en ce moment. Enfin, nous parlerons du mobile et du déploiement de la 5G. Et pour finir, on évoquera la fibre et l'avenir des offres box. Pour commencer, je vais laisser la parole à Romain pour vous parler des tendances marché et de la rétrospective 2020. Merci beaucoup Yamna, bonjour à tous. Comme l'a dit Franck, l'année 2020 est une année plutôt exceptionnelle, autant au point de vue sanitaire que business. Le télétravail combiné au confinement a eu pour conséquence une augmentation massive des souscriptions aux offres FAI et notamment de la fibre, puisque aujourd'hui en affiliation, on enregistre une croissance de presque 100%.
2020, c'est aussi un retour à la concurrence rude, là où 2019 marquait une fracture sur ce genre de pratique, anticipant évidemment un besoin budgétaire important pour le lancement de la 5G sur 2020. 2020, c'est le retour de ces ventes privées, notamment chez Bouygues, Free, SFR et j'en passe. Et dans un deuxième temps également, le lancement de la 5G, sujet ô combien clivant au sein de la société française. Seulement 2 Français sur 3 aujourd'hui supportent cette techno. Une partie de la population craint des conséquences psychiques et physiques. Pour l'instant, aucune étude ne vient confirmer ces dires. Le lancement commercial, du coup, s'effectue le 18 novembre, notamment en premier lieu par Orange et Bouygues, et très rapidement suivi par Free et SFR. Et si l'on devait retenir une 4e actualité, cette année sur le marché télécom, c'est l'explosion du marché de seconde main, à l'image de Back Market, licorne française, qui a donné l'idée à pas mal d'annonceurs de se lancer sur ce marché-là, avec désormais des offres de téléphones reconditionnés afin de créer une synergie entre les différents produits proposés. Merci Romain, bonjour à toutes et à tous. On va maintenant passer à la partie chiffrée des performances du secteur, en commençant par le trafic. Ce sont plus de 24 millions de clics qui ont été envoyés par nos éditeurs partenaires vers nos annonceurs télécoms, chiffre qui est en hausse de 10% versus l'année 2019. Les périodes incrémentales correspondent respectivement fin août, lors du Back to School, qui est une période commerciale cruciale pour les télécoms. Novembre, avec un Black Friday qui, cette année, a été exceptionnel puisque étalé sur 2 semaines. Et enfin, Noël. Côté vente, 2 éléments à retenir au global avant de rentrer dans le détail par univers. Le premier, c'est la forte hausse du marché FAI, avec pour la première année une réelle démarcation de la fibre, qui représente aujourd'hui 2/3 des ventes contre environ moitié-moitié les années précédentes, notamment grâce au recours massif au télétravail dû au contexte sanitaire. Côté mobile, il est en hausse également et on s'attend à une nouvelle croissance pour 2021 avec le lancement de la 5G. Le point d'attention ici à retenir, c'est surtout la part des ventes sans engagement qui gagne du terrain d'année en année pour dépasser le seuil des 9 ventes sur 10 aujourd'hui. Un focus sur les ventes Internet maintenant. La DSL est en léger recul au profit bien sûr de la fibre dont les ventes ont explosé à partir de juillet. Sans surprise, les ventes sans engagement croissent 2 fois plus qu'avec engagement, ce qui traduit le besoin toujours plus important de liberté pour les internautes. Et désormais, le focus mobile. Ici, le clivage entre avec et sans engagement est encore plus impressionnant, avec plus 40% de croissance pour le sans engagement contre 6 petits pourcents pour les forfaits avec engagement. Le gros du volume est encore une fois concentré sur le 2e semestre, à l'image des années précédentes. Merci Elliot. Concernant l'audit EPC, nous retrouvons 2 grandes tendances directement liées à l'évolution des ventes constatées sur 2020. On remarque tout d'abord que le CPA mobile reste assez bas en raison des importants volumes de ventes générés sur la partie du sans engagement. Pour la partie fixe, le CPA reste supérieur à 30 € en raison de la forte hausse des ventes fibres, dont les rémunérations sont plus importantes que celles liées à la DSL. Cette année 2020 a globalement été plus que profitable pour le secteur des télécoms et plus particulièrement auprès des acteurs MVNO, dont la croissance assez fulgurante a presque atteint plus 100% versus l'année 2020, avec notamment une réelle envolée constatée sur le 2e semestre. Nous y reviendrons un petit peu plus tard, mais cette forte évolution peut notamment être expliquée par la diversité des acteurs et l'attractivité des offres sur le marché du sans engagement, qui lui-même est en hausse de plus de 40%. Pour résumer, l'activité du secteur des télécoms sur cette année 2020 a été impactée par 4 grands faits marquants. Comme évoqué plus tôt, l'évolution des parts de marché des acteurs MVNO, un 4e trimestre record lié notamment à un Black Friday assez atypique qui s'est déroulé cette fois sur 2 semaines, la croissance des ventes de mobiles nus et le lancement des accessoires dans l'affiliation, et enfin l'imposante explosion des ventes fibres liée à une évolution grandissante des besoins, qu'ils soient professionnels avec notamment le télétravail, comme privés, avec des périodes de confinement et de couvre-feu.
Je te remercie, Luc. Je vous propose maintenant d'aborder la partie e-privacy qui devient de plus en plus pressante, j'ai envie de dire, puisqu'à partir du 1er avril, effectivement, l'ensemble de nos partenaires, annonceurs comme éditeurs, devront se conformer à la nouvelle réglementation de la CNIL lancée en octobre de l'année dernière. Pour commencer, remettons d'abord un petit peu de contexte. Jusqu'ici, ce qu'il se passait, c'est que lorsqu'un internaute ne donnait pas son consentement sur le site d'un annonceur, par exemple, eh bien, il était considéré de fait comme consentant. À partir du 1er avril, cela ne sera plus le cas, puisque si l'internaute ne donne pas son consentement de manière éclairée, eh bien, on ne pourra pas déposer de cookies et donc tout simplement traquer les transactions qui s'en suivront. De prime abord, effectivement, cela va nous impacter avec des problématiques probablement liées au tracking et au suivi des performances digitales que l'on peut utiliser aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on voulait déjà vous partager la position d'Ewin par rapport à l'e-privacy et on sera également accompagné d'Alexandre qui, lui, va nous partager la vision de Red by SFR sur ce sujet. Pour Ewin, en termes de position, 4 grands axes se dessinent. Le premier, c'est évidemment la conformité, puisqu'on va se conformer à cette nouvelle réglementation de la CNIL. C'est une réglementation, donc on est obligé de conseiller très fortement à l'ensemble de nos partenaires, annonceurs comme éditeurs, eh bien, de se mettre en ordre de marche pour le 1er avril. Le deuxième axe, c'est l'accompagnement, puisque évidemment, nous sommes très à l'écoute de ce qui se passe sur le marché. Nous faisons des audits réguliers pour nous permettre de voir les bandeaux de consentement qui sont les plus optimisés afin d'aider nos annonceurs et nos éditeurs à eh bien, obtenir le maximum de consentement possible. L'équité, pourquoi l'équité? Puisque on est vraiment dans une démarche de faire en sorte que ce nouveau changement qui va arriver dans le marché du digital eh bien, puisse être équitable pour les annonceurs et les éditeurs. Donc, nous sommes en train de recueillir un maximum de data nous permettant d'adapter les rémunérations des éditeurs pour maintenir un niveau de rentabilité qui leur permettra bien évidemment de continuer à diffuser les programmes de nos annonceurs en toute sécurité. Enfin, la technologie, puisque Ewin a décidé de se doter d'une technologie qui s'appelle SingleView, qui est un outil de mesure d'audience très puissant, outil donc acquis en début mars, comme le citait Franck tout à l'heure, et qui devrait aider nos annonceurs à mieux mesurer leur audience et donc de facto à mieux rémunérer leurs éditeurs. Je vais maintenant, Alexandre, si tu es d'accord, te laisser la parole pour nous donner ta vision des choses. Bonjour à toutes et à tous. Donc sur Red by SFR, en effet, nous allons être 100% compliant au 1er avril, vous vous en doutez. On a commencé depuis février à travailler sur 7 différentes versions de bandeaux. Le but ici est d'apporter de la transparence pour les internautes, dans la mesure qu'on peut faire, dans l'usage des données qu'on peut collecter pour être vraiment 100% transparent. Et le but, bien entendu, est d'optimiser le taux d'acceptation des cookies. C'est ce taux qui est notre KPI principal. On commence à avoir de très bons résultats. Nous sommes au-dessus du marché en taux d'acceptation. On ne communique pas encore sur ce taux, mais je tiens à vous rassurer, on travaille d'arrache-pied sur ce taux et on continuera tout au long de l'année à y travailler. Merci beaucoup Alexandre. On va désormais voir un petit peu l'actualité mobile et également le déploiement de la 5G. On en parlait juste avant, la 5G est un élément moteur de la stratégie à venir pour l'ensemble des annonceurs, mais également des éditeurs. Côté affiliation, ou en tout cas chez Ewin, on peut d'ores et déjà voir les early adopters réserver leur forfait, puisque les forfaits 5G rentrent dans notre top 5 des forfaits vendus après 3 mois de lancement seulement. L'offre aujourd'hui est diversifiée, puisque, comme vous le savez très bien, on trouve des forfaits à partir de 15 € jusqu'à 80 €. Le prix est expliqué notamment par la fréquence utilisée, la technologie utilisée, mais également sur la typologie de l'offre, sans engagement ou avec engagement par exemple. Également le nombre de gigaoctets, puisqu'on voit l'apparition de forfaits illimités.
À côté de ça, la couverture réseau, Madame von der Leyen parlait d'une couverture au niveau européen à 98% d'ici l'horizon 2030. Est-ce que c'est optimiste? Est-ce que c'est pessimiste? Benjamin, peut-être quelques éléments de réponse? Oui, tout à fait, merci Romain. Bonjour à tous. Donc Zone ADSL est un comparateur qui est spécialisé dans l'analyse des performances réseau, donc à la fois fibre, 4G et 5G, donc, dont nous allons parler maintenant. La 5G a été commercialisée donc fin 2020 et elle va représenter en 2021 un véritable défi pour les consommateurs. Alors pour plusieurs raisons. La première, tout d'abord, c'est parce que comme toute technologie naissante, elle offre des couvertures qui sont inégales selon les territoires et les opérateurs. Comme vous pouvez le voir, à titre d'exemple, sur 10 000 antennes qui étaient actives début 2021, on avait déjà presque 65% des antennes qui avaient été déployées par Free, ce qui montre une certaine disparité dans le déploiement entre les opérateurs. Il faut aussi comprendre que les opérateurs ont en fait en quelque sorte des fiefs 5G. On va avoir par exemple SFR à Nice, Bouygues à Bordeaux, ou encore Orange à Nantes, ce qui va rendre l'éligibilité à la 5G parfois hasardeuse pour les consommateurs. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se tromper d'endroit et il ne faut pas se tromper non plus d'opérateur. Deuxième point qui rend le lancement de la 5G compliqué pour les consommateurs, c'est la coexistence de plusieurs 5G. En gros, on a deux 5G. On a la 5G qui est issue de la conversion d'antenne 4G, qui va offrir de meilleures performances, certes, mais pas vraiment de rupture en termes d'usage. Et ce qu'on peut appeler la vraie 5G, sur la bande de fréquence 3.5 GHz, qui, elle, va vraiment permettre d'avoir des débits, je dirais, assez extraordinaires pour ce qu'on connaît, pouvant aller jusqu'à 1 gigabit. C'est la fréquence qui a fait l'objet des enchères fin 2020 et qui est surveillée par l'ARCEP en termes de déploiement. Et si on fait un zoom sur les 10 000 antennes qui ont été déployées en fait début 2021, on se rend compte que seulement 16% de ces 10 000 antennes sont des antennes 3.5 GHz, donc sur la vraie 5G. Et donc encore une fois, ça risque de compliquer la compréhension et l'adoption de la 5G par les consommateurs. Plusieurs outils ont déjà émergé sur le marché pour permettre aux utilisateurs de s'y retrouver. On a notamment lancé un test d'éligibilité à la 5G sur Zone ADSL début 2021. Pour conclure, on a essayé de tracer des prévisions sur le déploiement de la 5G en 2021. Avec environ 5 000 antennes 5G par opérateur sur la fréquence 3.5 GHz, on considère que tous les opérateurs vont couvrir les plus grandes villes du territoire français, donc les villes de plus de 100 000 habitants. Et par contre, sur les autres fréquences, donc les conversions d'antennes 4G, on voit que deux stratégies se dessinent parmi les opérateurs, donc c'est à noter. D'une part, Orange, SFR et Bouygues misent plutôt sur la conversion de leurs antennes 2.1 GHz, qui va offrir des performances un peu plus proches, je dirais, des antennes 3.5 GHz, donc ce qu'on appelle la vraie 5G. Mais donc un nombre d'antennes prévu autour de 4 à 5 000 antennes, alors que Free table sur une conversion assez rapide et massive de leurs antennes 4G 700 MHz, ce qui donc est une stratégie un peu différente, parce qu'on estime qu'on aura presque entre 20 et 25 000 antennes 5G 700 MHz qui seront déployées par Free d'ici à la fin de l'année, et donc un début de couverture 5G avec des perfs certes pas aussi bonnes que sur les autres fréquences, mais qui va commencer à couvrir les zones moins denses que leurs concurrents. Donc voilà, en résumé, plusieurs stratégies de déploiement, plusieurs 5G, des couvertures qui sont encore inégales. Donc 2021 sera une année qui sera difficile pour les consommateurs, pleine d'enjeux, je pense, pour les opérateurs, et au cours de laquelle les comparateurs, donc par exemple Zone ADSL, ont un vrai rôle de facilitateur à jouer pour favoriser l'adoption de la 5G. Voilà, merci Benjamin. Merci beaucoup. Tu parles notamment de rupture technologique et également de rupture dans nos habitudes de consommation à venir. Clément, de ton côté, chez Frandroid, est-ce que vous avez déjà des tendances d'utilisation autant perso que pro qui se dégagent aujourd'hui? Bonjour à toutes et à tous, Clément de Frandroid, média leader sur les thématiques des télécoms. Aujourd'hui, je vais vous parler des intérêts de la 5G pour les entreprises et pour les particuliers.
Alors, grâce à la 5G, on va voir de nouveaux usages émerger, mais la majorité reste encore à trouver. Quand la 4G a été déployée il y a quelques années, on n'aurait pas idée des usages qu'on a actuellement aujourd'hui avec la 5G. Cependant, on peut commencer à en identifier quelques-uns qui commencent à se dessiner aujourd'hui. Le premier, ça va être le game streaming, le fait de jouer aux jeux vidéo à distance depuis une machine puissante, depuis son téléphone ou d'autres appareils, grâce au réseau 5G. C'est déjà une technologie qui existe aujourd'hui et la 5G va vraiment venir l'améliorer en améliorant les débits et la latence. L'amélioration de la latence va permettre aussi l'introduction de voitures autonomes et aussi de camions autonomes sur éventuellement les autoroutes demain et qui seront contrôlés à distance grâce à une latence vraiment très faible pour bien entendu favoriser la sécurité de ces engins. La 5G sera aussi un moteur très important dans la mise en place du télétravail pour de nouvelles personnes. J'en parlerai juste après, mais notamment via la mise en place de réseaux sécurisés pour des entreprises qui le demandent. Et enfin, l'IoT va énormément se développer grâce à la 5G. Un exemple qu'on peut donner aujourd'hui, c'est déjà aujourd'hui la majorité des TPE sont en 3G. Demain, on pourra avoir des nouveaux usages de paiement avec des TPE 5G qui pourraient transmettre plus de données. La 5G va aussi également apporter une amélioration du réseau mobile dans sa globalité, parce que grâce justement à la nouvelle fréquence des 3.5 GHz, on va avoir un réseau 4G qui va un peu se décongestionner, avoir une meilleure expérience sur le long terme avec toutes les bandes, une fois qu'une partie du marché significative sera passée du coup sur ces nouvelles bandes 5G. Et enfin, on en parlait juste avant, la mise en place de télétravail, une vraie alternative à la fibre, c'est ce que peut offrir la 5G aujourd'hui pour des foyers qui ne sont pas éligibles ou pour des personnes qui ont vraiment besoin d'accéder à une connexion sécurisée et privée pour se connecter à leur réseau d'entreprise. Merci beaucoup Clément. Côté annonceur peut-être, Alexandre, votre vision à court et moyen terme? Oui, donc chez Red by SFR, les investissements sont clés. Aujourd'hui, SFR réalise des investissements très importants pour pouvoir transformer ses antennes en 5G ou en ouvrir de nouvelles. Chez Red by SFR, le but est resté dans la genèse de nos offres, c'est-à-dire des offres simples et surtout au meilleur prix. Donc on a commencé à lancer ce forfait 130 Go 5G à 24 € par mois, toujours sans engagement. Le but est vraiment d'apporter de la simplicité, de la clarté aux clients. Et c'est pour ça aussi qu'on met en place des pages qui vont permettre de faire comprendre aux clients que le forfait en lui-même n'est pas le seul élément pour la 5G, mais il lui faut également de nouveaux équipements avec des téléphones compatibles 5G. Donc on essaye d'être très pédagogue sur ce qu'on vend pour continuer à être clair et simple. Très clair Alexandre, merci beaucoup, merci à tous pour tous ces éléments sur la 5G. Au-delà de ce sujet ô combien important, on a dégagé plusieurs tendances et de constats sur la verticale du mobile toujours. On l'a vu dans les chiffres présentés un peu plus tôt, les forfaits sans engagement représentent 9 ventes sur 10 aujourd'hui. Ce premier constat est intimement lié avec le second, c'est que de nombreux internautes achètent maintenant leur téléphone en dehors d'une offre groupée forfait plus téléphone, que ce soit chez un distributeur ou bien directement chez un constructeur. Depuis plusieurs mois, les opérateurs se positionnent également dans cette optique en proposant à leurs internautes, indépendamment des forfaits, un catalogue de smartphones et d'accessoires toujours plus étoffé. C'est ce qu'on appelle plus communément le mobile nu. Plusieurs questions découlent de ces constats. Le premier, c'est pour les forfaits mobiles avec engagement. On peut se demander quel futur les attend en 2021 et après, étant donné leur part décroissante dans les volumes de vente. Pour y répondre, je vais laisser la parole à Anaïs pour nous apporter sa vision au sein d'SFR. Oui, bonjour à tous. Donc même si on constate en fait que le sans engagement prend de plus en plus de part en 2020, nous avons néanmoins fait une très belle année 2020. Et donc pour cette année 2021, je vais vous partager nos 3 axes stratégiques qu'on va travailler donc sur les ventes 100% web et donc en affiliation. Alors le premier point, c'est de toute évidence, c'est de maximiser les ventes de forfaits. Alors pour vous donner quelques billes entre guillemets pour aussi augmenter vos ventes en affiliation, on fait à peu près 80% des ventes sur des forfaits 80 Go 4G+ en 2020. Donc c'est vraiment important de pousser la valeur. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment pousser les prix attractifs, donc le 2 heures à 0 € pour ceux qui ont une box fixe ou à 3 €.
Alors, c'est forcément intéressant, hein, mais ce qui est acheté le plus naturellement sur le site, c'est le 80 Go. Donc, je pense que c'est important pour vous aussi d'avoir cette notion-là et de la mettre en avant. Ensuite, sur toutes nos ventes de forfait, on a pu constater depuis le lancement de la 5G, donc depuis novembre, on fait une vente sur 2 sur le site sur des forfaits 5G. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez en parler. Comme le disait Benjamin de Zona DSL, vous êtes là pour éclairer le consommateur et mettre en avant tout ce qui se fait sur le marché. Et je pense que c'est vous les précurseurs qui pourront faire des ventes et profiter en tout cas de cette nouveauté sur la 5G en 2021. D'autre part, sur toutes les ventes qu'on a pu faire, on a constaté une accélération du taux de PAC, donc de vente de forfaits plus de terminaux. On a fait plus 44% en 2020, donc c'est pas anodin, même s'il y a eu le confinement et que ça a joué forcément sur les ventes qu'on a pu réaliser. On a constaté que post-confinement, on continue à faire de très très belles ventes en termes de PAC. Le deuxième point pour cette année 2021, c'est d'augmenter aussi nos ventes de terminaux nus. Donc soit en reconditionné, soit neuf. C'est vrai que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup de retailers aujourd'hui et nous, on aimerait aussi, en tant qu'opérateur, travailler cet axe avec vous et donc travailler sur des prix, des offres exclusives sur le marché. Cette année, en termes de terminaux nus, ce qu'on a vendu le plus, c'était donc des iPhones, donc iPhone 11, iPhone SE, c'est ce qui a le plus fonctionné et donc on vous conseille aussi de continuer à pousser. On essaiera un maximum de vous tenir informé de ce qui fonctionne le mieux sur le marché et en tout cas chez nous en tant qu'opérateur SFR pour que vous puissiez aussi pousser ces terminaux là. Sur la partie vente, on a fait plus 119% de vente de terminaux nus par rapport à 2019. Donc, c'est quand même très important. C'est une croissance à 3 chiffres. C'est pas anodin et vous avez vraiment votre part et votre place pour faire ces ventes-là. Donc, on compte vraiment sur vous aussi pour pousser ces offres en sachant qu'on a ouvert pas mal de moyens de paiement qui sont tout ce qui est, donc, comme d'habitude, le comptant ou avec subvention. Et maintenant également tout ce qui est facilité de paiement sur toutes nos offres. Ça peut vous aider également. Vous n'avez pas forcément à pousser ces facilités de paiement, mais au moins, vous savez que nous, sur le site, on fait tout ce qui est en notre pouvoir, en tout cas, pour maximiser vos ventes et donc améliorer également toutes les ventes de terminaux nus. Le dernier point stratégique sur l'année 2021, ce sera toute la partie add-on et donc notamment accessoires. On a lancé la rémunération depuis novembre sur toute notre gamme d'accessoires et donc je pense que c'est un axe aussi qui peut vous aider à augmenter vos ventes sur 2021 en sachant que le panier moyen sur des accessoires nus est d'à peu près 115 € sur le site SFR. Merci beaucoup Anaïs, c'est très clair. Tu as pas mal parlé de mobile nu. Côté Red by SFR, Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un peu de votre stratégie et de vos ambitions là-dessus ? Oui, tout à fait. Sur Red by SFR, on a vendu pendant des années des forfaits. Depuis 1 an maintenant, nous voulons être considérés par nos clients pour l'achat de mobiles nus. Donc on a modifié l'intégralité de nos parcours pour introduire l'ensemble de ces équipements avec l'achat d'un forfait. Également, nous avons introduit donc le 4 fois sans frais sur le site Red by SFR qui aujourd'hui, vous en doutez, occupe une part importante vu les prix des mobiles. Et également, nous avons maintenant une politique agressive sur les prix des mobiles. Le but n'est pas d'avoir un catalogue qui soit agressif au niveau prix sur toutes les références, mais bien de trouver les références qui plaisent aux consommateurs et d'essayer d'avoir le meilleur prix par rapport à l'ensemble du marché avec une veille continue et automatisée des prix. Merci Alexandre. Romain parlait tout à l'heure de la croissance exponentielle du marché de seconde main. On sait que ça représente donc des opportunités mais aussi des risques. Clément, côté Frandroid, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Merci Eliott. Alors, comme le disait Anaïs juste avant, les iPhones reconditionnés représentent aujourd'hui la majorité du marché de seconde main. Jusqu'au point où j'irais même jusqu'à dire que le reconditionné est le premier concurrent d'Apple. Souvent, quand quelqu'un veut un iPhone, c'est rare qu'il passe sur une autre marque. Donc c'est souvent vu comme une bonne affaire pour les aficionados de la marque, surtout pour acheter aujourd'hui un iPhone qui serait à moins de 400 €, comme l'entrée de gamme sur la gamme aujourd'hui est représentée par l'iPhone SE qui est disponible à 479 €. Ça reste un ticket assez important pour pouvoir prendre un smartphone de la marque.
Du coup, c'est un marché qui est très intéressant, mais qui demande énormément de transparence. Aujourd'hui, sur le conditionnement, on va avoir énormément d'acteurs avec des pratiques qui sont différentes et une audience qui peut être un peu perdue aussi dans les usages et dans les démonstrations qui sont présentées par les retailers. En tout cas, les smartphones reconditionnés sont réputés pour avoir une durée de vie moins importante que le neuf. Mais du coup, il est vraiment très important d'offrir une bonne expérience à son client pour pouvoir le fidéliser sur le mode d'achat seconde main. Quelques astuces pour avancer dans cette direction. Le premier, ça serait de commercialiser des smartphones qui sont au moins éligibles à 1 an de mise à jour. C'est un standard, ça serait au moins un standard en 2021. Un smartphone qui reçoit des mises à jour, c'est un produit qui vit, tout simplement. L'état de la batterie est très intéressant. Souvent, dans le reconditionné, on peut voir qu'il y a des changements de batterie. C'est un composant qui s'épuise assez rapidement dans les smartphones. Une communication à ce sujet est vraiment la bienvenue. Et enfin, l'état de l'écran, on voit souvent des grades ou des choses comme ça qui sont mis en place sur le reconditionné. Il est vraiment très important de préciser à son audience quel écran elle peut recevoir, mais aussi quel écran elle ne peut pas recevoir. Cette double communication sur l'état de l'écran est vraiment très important pour fidéliser son audience sur le reconditionné. Merci. Merci Clément. Enfin, pour conclure la partie mobile, je vais donner la parole à Victor pour qu'il nous expose les raisons et les détails de la montée en puissance des MVNO. Oui, bonjour à tous. Victor, du coup, cofondateur de monpetitforfait.com. De notre point de vue, du coup, en tant que comparateur de forfait, on constate depuis 2018 une augmentation assez fulgurante des MVNO et des ventes de forfaits sans engagement en particulier. On avait déjà fait ce constat, surtout en 2019, avec une part de vente de 30% sur notre site par rapport aux ventes globales, contre 20% en 2018. Et le constat en 2020 était beaucoup plus impressionnant puisqu'il atteint presque 50% des ventes globales. Les raisons de cette ascension, elles sont assez simples. Les opérateurs comme Cdiscount Mobile, Énergie Mobile, Auchan Télécom et autres ont eu une stratégie en 2020 vraiment très agressive avec des offres à moins de 10 €, moins de 5 €, moins de 2 € avec jusqu'à 200 gigas de data parfois. Et le fait que les promotions le prix dure 6 mois ou 1 an n'a finalement pas eu d'effet négatif sur les conversions tant les prix étaient agressifs. On constate aussi que le marché des télécoms pour les opérateurs classiques a aussi été favorisé par l'animation commerciale extrême des MVNO. Ces offres en fait ont permis d'augmenter la visibilité globale des offres et ça a favorisé directement et indirectement les ventes de Red by SFR, Free, BNU. Il y a donc eu pour nous un double effet positif, une stabilisation et même une augmentation globale des ventes des opérateurs traditionnels avec des forfaits à plus forte valeur ajoutée et une explosion des ventes d'MVNO. Alors les deux types d'opérateurs ressortent donc gagnants cette année avec un contexte assez inédit. Par contre, si la stratégie des MVNO continue en ce sens, il y a un risque à moyen terme, que ça impacte les opérateurs traditionnels. C'est important aussi de noter qu'il n'y a pas un seul MVNO qui ressort parmi tant d'autres. Ils ont tous à peu près le même volume de vente de notre côté, malgré des stratégies parfois différentes. Enfin, la question qui se pose, c'est de savoir comment les MVNO vont faire évoluer leur stratégie, notamment par rapport à la 5G et aussi suite au rachat de Euro Information Télécom par Bouygues Télécom. Donc ça, c'est pour nous en 2021, ça va pas forcément bouger, mais ça risque à terme d'évoluer. Merci. Merci Victor pour ces données additionnelles concernant les raisons de cette montée en puissance. Comme nous avons pu le voir durant le déroulé de ce webinaire, cette progression des acteurs MVNO n'est pas le seul tournant constaté en 2020 lié aux habitudes de consommation. Nous relevons également de fortes variations concernant les souscriptions Internet des utilisateurs. Donc cela se traduit notamment par un événement historique, car pour la première fois, les ventes fibres ont dépassé celles des ventes ADSL. Et puisque de plus en plus de foyers sont désormais éligibles à la fibre, cela devrait permettre à cette tendance de se maintenir dans le temps. Donc il découle de ces évolutions de nouvelles interrogations. Avec l'arrivée de nouveaux acteurs, pouvons-nous nous attendre à une nouvelle évolution des prix? Quelle serait la date à laquelle le territoire sera couvert dans sa grande majorité? Dans ce contexte d'expansion, quelle sera alors la position de la DSL? Et pour terminer, est-ce qu'une cohabitation avec les offres 5G est-elle possible et envisagée? Donc pour répondre à ces questions, je vais maintenant laisser la parole à Anaïs afin d'aborder les axes stratégiques prévus pour cette année 2021. Yes.
Sur la partie fixe, donc en effet, le THD s'est accéléré en 2021 et ça fait partie du coup en 2020, pardon, et ça fait partie du coup de nos axes stratégiques en 2021. On a fait à peu près 72% de nos ventes fixes en THD. Donc on sait qu'il y a de plus en plus de consommateurs qui sont éligibles à la fibre et donc ça va continuer à s'accélérer. Néanmoins, on va continuer à répondre en tout cas aux besoins des personnes qui sont seulement éligibles à la DSL en continuant à proposer cette offre-là. Donc c'est important d'avoir ça en tête, même si je sais qu'en affiliation, on pousse principalement du THD. Sur tout ce qui est fixe, à savoir qu'on fait à peu près 35% de nos ventes sur de la haute valeur, entre guillemets sur du power et premium. Donc je sais qu'il y a une grande partie qui est sur de l'entrée de gamme, à la différence du mobile, où là on était sur du haut de gamme, sur du 80 Go. Donc c'est important de continuer à pousser le starter et les séries limitées. On fait à peu près x3 avec nos top affiliés lorsqu'il y a des séries limitées. Donc, je pense que c'est vraiment important que vous ayez conscience de ça pour que vous puissiez profiter en tout cas lorsqu'il y a ces offres-là sur le marché. Le deuxième point sur la partie fixe, c'est vraiment de proposer des équipements, un choix d'équipements large pour augmenter justement la valeur de nos offres fixes. Donc tout ce qui est avec Box Plus TV, Box 8, Home Sound, on a lancé pas mal d'équipements en 2020 et on va continuer en 2021 à enrichir en tout cas ces équipements. C'est important pour vous de savoir en parler également parce que c'est là où en fait on va faire la différence sur le marché avec ces équipements, notamment la Box 8 lorsqu'on l'a lancé avec le Wi-Fi 6 qui a très très bien fonctionné. On fait notamment à peu près 33% des ventes fixes avec une Box 8. Et il y a également un deuxième levier que je souhaiterais vous conseiller en tout cas de pousser, c'est sur la Box Plus TV. Je sais que beaucoup d'entre vous pensent que c'est une niche et qu'on en vend très peu, alors que pas du tout. Ça représente à peu près 10% des ventes fixes qu'on fait sur le site SFR. Il y a une vraie demande. On est devenu le premier revendeur de Samsung depuis le lancement de Box Plus TV. Donc voilà, ça marche vraiment. Je sais que c'est très peu poussé parce que c'est des offres qui sont quand même assez coûteuses, mais il y a une vraie plus-value et il y a des télés des fois qui sont à 1 € sur notamment des forfaits power sur le fixe. Donc je pense que voilà, il y a quelque chose où vous pouvez en tout cas aller, notamment sur tous ceux qui parlent beaucoup des équipements, qui les montrent en photo, qui expliquent le fonctionnement. Là encore, vous pouvez le faire sur cette partie-là parce que tout communique sur les différents équipements qu'on vend, que ce soit la Box 8, la Box Plus TV. C'est vraiment un ensemble qui permet en fait d'améliorer le quotidien de nos consommateurs. Le troisième point, c'est d'améliorer toujours nos parcours. Donc, c'est faire des recommandations dans les paniers pour augmenter les ventes qu'on peut faire et les ventes du coup que vous allez réussir aussi à faire sur le site SFR et d'améliorer notamment nos pages d'offres fixe. Donc c'est en cours. Sur la partie mobile, on l'a bien fait sur 2020 et sur la partie fixe, on est en train encore d'améliorer en tout cas nos pages pour améliorer les conversions. Merci beaucoup Anaïs pour ces éléments de réponse, cette transparence. Je laisse maintenant Victor intervenir sur les différentes attentes des utilisateurs concernant ces offres fibres. Oui. Alors nous, on a aussi constaté du coup une évolution de la fibre versus la DSL, avec environ 65% des ventes concernant la fibre. Les raisons pour nous, elles sont assez simples et évidentes, elles sont en grande partie liées au contexte. Tout d'abord, il y a de plus en plus de logements éligibles à la fibre. Il y a eu le télétravail et le confinement qui ont favorisé le changement de box Internet pour la fibre. Il y a les tarifs qui ont été mis en avant, qui ont été très intéressants pour changer d'opérateur et de box. Et il y a aussi les services de divertissement qui ont été beaucoup plus recherchés durant cette période. Alors on a fait ressortir de ça 5 différents besoins et attentes. Tout d'abord, le premier, c'est le divertissement. Avec le confinement, la télévision, ça a vraiment été un moyen important pour se divertir, et les box fibres avec options TV comme Netflix, Disney+, Amazon Prime, etc. ont été fortement recherchés, et il y a beaucoup de gens qui ont souscrit grâce à ça. Le deuxième point, c'est le débit, qui est aussi un élément clé. On constate que lorsque les opérateurs boostent le débit pendant des promotions, ça fonctionne très bien. Et le débit qui est très apprécié en général, c'est 1 gigabit. Quand il y a 300 ou 200 mégabits, on constate qu'il y a moins de ventes. Le troisième point, c'est le prix, évidemment.
moins une offre est chère, plus elle est intéressante pour les internautes. Donc, au-dessous de 15 €, ça se vend très facilement. En dessous de 20 €, il faut qu'il y ait une petite justification, mais ça se vend aussi assez facilement. Et dès que c'est au-dessus de 25 €, il faut vraiment qu'il y ait un service additionnel, comme justement la TV, avec Netflix ou autre, pour justifier les ventes. Le quatrième point, c'est la stabilité, qui n'est pas négligeable. On constate en effet que quand il y a des pannes, beaucoup d'erreurs liées à la télé ou autre, les gens résilient assez rapidement et changent rapidement de box. Et ça, malheureusement, c'est aussi un peu indépendant de la volonté des opérateurs, mais disons que ça facilite le changement et parfois des opérateurs sont beaucoup plus concernés que d'autres. Et dernier point, la qualité du Wi-Fi. C'est un point qui n'était pas forcément mis en avant par le passé, mais désormais c'est vraiment beaucoup plus important du fait que beaucoup de foyers ont beaucoup d'appareils connectés et c'est maintenant important d'avoir un Wi-Fi de qualité. Merci beaucoup, Victor. Merci à tous pour vos lumières sur les informations clés à garder et relatives au secteur. J'espère que toutes les personnes qui sont avec nous aujourd'hui ressortiront avec beaucoup plus de connaissances et de matières liées au secteur des télécoms. On voulait vraiment vous partager le maximum d'informations pour que vous puissiez déjà comprendre tout ce qui s'est passé l'année dernière et surtout beaucoup mieux appréhender les mois à venir sur le marché. Pour revenir sur comment réussir en fait une stratégie d'affiliation dans les télécoms, on voulait revenir sur les fondamentaux quand même qui nous paraissent nous le plus important aujourd'hui. Le premier, c'est évidemment un tracking qui va être fiable et surtout une audience du coup de plus en plus consentante étant donné les nouvelles réglementations liées au cookie consent. Évidemment, la technologie aussi va être très importante puisqu'il vous faudra être épaulé par des technologies puissantes et fortes vous permettant de mieux mesurer votre audience et donc vos ventes et enfin de bien rémunérer l'ensemble de vos partenaires. Il faudra également capitaliser sur les produits les plus en affinité avec les consommateurs d'aujourd'hui et de demain puisqu'on l'a vu, les modes de consommation ont drastiquement évolué, notamment avec la crise sanitaire qui est venue bouleverser en fait les modèles de consommation. Alors, il faudra vraiment qu'on s'intéresse aux besoins du consommateur avant tout pour réussir une bonne stratégie. Enfin, il faut impérativement que vous arriviez à créer un maximum de synergie entre les différents produits qui vont être commercialisés. Donc, on l'a vu, on a de plus en plus de diversification, que ce soit au niveau du mobile, des forfaits, avec, sans engagement, avec des packs. On va également développer tout ce qui est mobile nu, accessoires. Donc, comment faire en sorte de valoriser l'ensemble de ces produits pour pouvoir bénéficier au maximum dans vos commissions éditeurs. Enfin, pour finaliser, c'est évidemment un point clé puisqu'il faut toujours anticiper au maximum les positions sur lesquelles vous souhaitez en tant qu'annonceur vous positionner pour avoir un maximum de visibilité, toujours plus de ventes et valoriser les produits qui sont pour vous les plus importants. Voilà pour ce webinaire. Nous avons donc fait un bon tour d'horizon de ce qui se passe aujourd'hui sur le marché. Encore un grand merci à tous les participants, nos annonceurs, nos éditeurs qui sont toujours là pour nous épauler. Et je vous propose maintenant de passer à la session de questions-réponses. Donc, on a remarqué que sur le chat, il y avait eu quelques questions. Alors, n'hésitez pas. Si vous avez encore des questions, on va tenter d'y répondre. J'ai notamment une question pour Alexandre et Anaïs. Donc, est-ce que SFR et RED proposeront une option 5G pour offrir de la 5G à sur tous les forfaits du coup? Anaïs, tu veux répondre sur SFR?
Pour l'instant, non, l'objectif c'est que c'est des PTA particuliers parce que c'est des débits en fait qui n'ont rien à voir avec la 4G. Et par contre, du coup, on essaye justement d'offrir une gamme de forfaits 5G assez complète, du 80 Go à l'illimité pour en fait pouvoir répondre à tous les besoins. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'option en tout cas qui permettent d'atteindre en tout cas le niveau de 5G qu'on peut proposer sur ces forfaits-là. Sur RedBuy SFR, quant à nous, vous le savez, nous travaillons sur une one offre, c'est-à-dire que nous avons une seule offre qui ensuite sur laquelle on ajoute des gigas. La 5G aujourd'hui, nous l'avons intégrée comme cela, comme une option qui intègre plus de gigas, donc 130 gigas pour 24 €. Nous allons continuer à décliner notre positionnement 5G comme celui-ci, c'est-à-dire toujours associer le maximum de gigas avec le meilleur prix. L'abondance de data, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, et avec la 5G, avec les débits qu'on va atteindre, c'est cette orientation qu'on va prendre. Merci à tous les deux. C'est super. J'ai d'autres questions, donc c'est pas mal du tout. La prochaine, c'est donc ne pensez-vous pas que l'interdiction des cookies tiers vont avoir un impact fort malgré les optimisations sur les bandeaux de consentement? Dans ce cas, pourquoi ne pas adopter des technos de tracking sans cookies tiers? Pas évidente question. Est-ce que vous voulez J'ai prendre peut-être la parole une dessus? première réponse sur adopter d'autres outils que les cookies. Oui. Il est important de savoir que la réglementation se base sur les traceurs. Il parle de cookies parce qu'aujourd'hui c'est ce qu'on utilise le plus communément, mais ils intègrent bien dans leurs recommandations tout type de traceur. Donc ça veut dire qu'à partir du 1er avril, quel que soit le traceur ou la technologie utilisée, il doit y avoir application du consentement. Et il n'y a pas d'exemption de consentement possible. Et ils vont même plus loin que ça, ils vont également sur la finalité d'usage de la donnée. C'est-à-dire que vous pouvez avoir récolté une donnée personnelle qui a été accordée par l'utilisateur, mais il n'a pas accepté que cette donnée soit utilisée pour un autre traitement que celui pour lequel vous lui avez demandé son accord. Donc il est très important de faire attention à ça. Et ensuite, il est évident qu'il faut qu'on maximise tous notre taux d'acceptation de cookies. Et ça va passer aussi par le fait d'être transparent sur l'usage qu'on va faire des données et d'éduquer au maximum les internautes sur accepter ces cookies, leur faire comprendre pourquoi c'est important, pour pas qu'ils se retrouvent avec de la navigation et des publicités qui ne les intéressent pas, qui ne sont pas de leur âge, qui ne les ciblent pas, qui ne leur apportent rien dans leur expérience sur Internet. Je pense que c'est notre rôle à tous d'éduquer les internautes. C'est très très important et on doit le faire dès maintenant. Absolument. Anaïs, tu voulais peut-être rajouter quelque chose ou d'ailleurs même les éditeurs, hein, Clément, n'hésitez pas si vous vouliez compléter. Donc c'est vrai qu'effectivement, il faudra qu'on soit très vigilant. La question suivante, effectivement, nous demande si du coup, on n'est pas censé anticiper une baisse quand même des performances à partir du 1er avril. Pour l'instant, j'ai envie de répondre, en tout cas côté Ewin, qu'on est vraiment dans la mesure et jusqu'ici, en tout cas, les premiers tests qui ont été faits par nos différents annonceurs ne nous laissent pas anticiper un niveau d'alerte critique aujourd'hui. Maintenant, il faut quand même qu'on se prépare et il faut que tout le monde, effectivement, commence à jouer le jeu de récolter et de récupérer vraiment le maximum de consentement pour qu'on soit le plus armé possible pour le 1er avril. Évidemment, avec l'ensemble des éditeurs et des annonceurs, on suivra les tendances de très près et on essaiera de vous donner un maximum de visibilité tout au long des mois à venir. J'ai ensuite une autre question. Vous allez ajuster les rémunérations des éditeurs en fonction des taux d'acceptation des cookies. Alors,
Ça ne sera pas systématique, ça va forcément dépendre du taux de consentement qu'on perdrait, mais néanmoins, ce sont des réflexions qui sont faites évidemment au cas par cas, en fonction des annonceurs, en fonction des secteurs, des déperditions de consentement, pour pouvoir vraiment maintenir l'ensemble de nos éditeurs actifs et toujours présents pour relayer les offres de nos différents annonceurs. Est-ce que peut-être vous vouliez rebondir en complément? C'était bien. OK. Et puis, je crois qu'on est pas mal. Donc ensuite, on a un merci pour la présentation. C'est très gentil à vous. Comment est le trend des ventes sur ce début d'année? Eh bien, vas-y Romain. Je peux prendre la question rapidement, mais le trend dans la continuité de l'année 2020, on a d'excellentes performances sur ce début d'année, d'une part sur la fibre et également avec le dynamisme lié à la 5G et l'explosion qui continue sur la partie notamment mobile nu. Donc les performances sont ISO à l'année dernière, si ce n'est même mieux pour le moment. Absolument. J'aurais pas mieux dit. Est-ce que peut-être Alexandre et Anaïs, vous vouliez compléter aussi vision annonceur et éditeur également en termes de performance? Comment vous ressentez les trends de ce début d'année? Alors, côté SFR, en tout cas, le trend de début d'année est excellent. Vraiment, janvier et février ont été très très bons par rapport à ce qu'on a pu faire l'an dernier. Et donc, on est assez confiant pour continuer en tout cas à améliorer nos performances puisque l'année a très bien commencé. Super. Et sur Red Bull SFR, vous l'avez vu, les animations continuent. On continue à être très actif, très réactif, à essayer de truster au maximum l'animation commerciale. Et je pense que ça va continuer tout au long de l'année. On restera dans un secteur passionnant avec beaucoup de commercialisation et beaucoup de promotions à venir. Très bien. Merci beaucoup. Je regarde si nous avons d'autres questions. Alors, on nous demande s'il y aura une fin de la 4G dans les prochaines années et un passage à 100% sur de la 5G chez SFR et RED. Je pense que c'est un petit peu tôt pour parler de la fin de la 5G. Il y a encore des endroits en France où on n'est qu'en 3G. Donc, on va continuer le déploiement de la 4G à 100% pour SFR. Et la 5G va venir petit à petit prendre le pas. Mais la 4G, ça a mis 4 ans, je crois, 5 ans. Avant d'arriver à 99,7%. Donc la 5G va prendre un petit peu de temps. Très bien. Merci beaucoup, Alexandre. Je regarde, c'est bien, on a eu pas mal de questions. On nous demande si l'exemption du consentement est possible pour le tag Ewin, uniquement dans le cadre de reporting et de rémunération. Eh bien, donc déjà, je vais vous donner la réponse, c'est a priori non, pour l'instant. C'est pas, en tout cas, dans ce que nous conseille de faire la CNIL. Et je vais laisser peut-être Alexandre compléter s'il manquait un petit élément. Non, c'est exactement ça. La CNIL a appelé ça le cookie de facturation lors d'une de ses interventions et a bien dit qu'elle n'était pas exemptée de consentement, à notre plus grande âme. Ça a été aussi un coup dur pour nous. Donc, encore une fois, on est tous concernés par ça et on va tous travailler dessus. Tout à fait. Bah, merci beaucoup, Alexandre. La question suivante, du coup, nous parle du levier cashback qui est en environnement logué et nous demande s'il y aurait une exemption CNIL pour ce sujet. Effectivement, c'est un point pour les cashbackers et pour les bandes réduction qui est en cours de traitement avec la CNIL. On devrait avoir un retour, je pense, dans les prochaines semaines sur une possible exemption et donc l'adoption d'un tracking bien dissocié pour ces leviers, mais on reviendra vers vous avec un peu plus de précision lorsqu'on aura évidemment le retour définitif de la CNIL. Enfin, on voit une hausse de la concurrence depuis la fin d'année dernière et ce début d'année
sur les forfaits mobiles, notamment chez les opérateurs historiques. Qu'est-ce qui explique cela? Je pense qu'il n'y a pas vraiment d'explication. Anaïs, je te laisserai compléter, mais aujourd'hui, on doit apporter à nos clients un maximum d'usage, surtout dans cette période. Ils se rendent compte qu'ils ont besoin de ces usages et donc ils ont besoin d'aller sur des forfaits de mieux en mieux équipés de data. Et forcément, les opérateurs historiques sont les plus à même de proposer les meilleurs forfaits. Et donc, on a accéléré les enjeux commerciaux et les promotions, en fait. D'accord. Du coup, je veux juste compléter. En effet, le marché déjà est très dynamique de manière générale côté télécom. Après, aujourd'hui, avec le lancement de la 5G, on essaye tous de trouver le meilleur positionnement pour répondre à toutes les demandes et aux nouveaux usages de la 5G. Donc, on a lancé les PTA 5G côté SFR. Il va y avoir encore des évolutions là dans très peu de temps, courant du mois, sur les forfaits, parce que justement, on est tous en train de faire des changements réguliers pour avoir en tout cas la meilleure offre possible avec les meilleurs débits. Donc, c'est un travail qui est encore en cours et je pense qu'il va se stabiliser à la fin du semestre. On est tous sur le marché des offres assez stables, mais pour l'instant, ouais, ça va encore bouger. Parfait. Je crois qu'on est pas trop mal. Je suis désolée, je crois que la présentation a sauté. On me dit dans l'oreillette. Navré. Laura, est-ce que du coup on peut peut-être couper pour basculer uniquement sur les caméras? Et pour finir, je regarde s'il y a une dernière question. Non, je crois qu'on est plutôt pas mal sur l'ensemble des questions. Donc, si ça va à tout le monde, je vous propose qu'on finisse là et qu'on réponde. Si jamais il y avait d'autres questions, on prendra le temps d'y répondre un petit peu plus tard. N'hésitez pas en tout cas à revenir vers nous, que ce soit par mail ou bien tout simplement en nous appelant pour qu'on puisse en discuter et évoquer des sujets un petit peu plus en détail si vous êtes intéressés. Encore une fois, merci à tous d'avoir participé et on espère vraiment que ce webinaire vous aura apporté quelques lumières sur le secteur des télécoms. Merci à tous.